et de l'image. Vous me mettez un petit mot dans le chat pour me faire signe. On attend encore Michael Stora qui est en train de se connecter. Il rencontre quelques difficultés de connexion, mais on ne doute pas que ça va s'arranger. Alors, on me dit qu'on n'a ni l'image ni le son. C'est intéressant. Catherine, qu'est-ce qu'il en est de ton côté? Moi, j'ai le son et l'image. Très bien. Alors, j'attends d'autres éléments de réponse dans le chat. Il faut qu'on vous dise qu'on est dans des conditions un petit peu particulières car toute l'équipe d'Octopus participe au colloque du Groupement national des centres ressources autistes, le GNCRA. Donc nous sommes tous à Lyon dans un hôtel avec une bonne qualité normalement de Wi-Fi. Vinka Antelme, j'imagine, bonsoir Vinka, je t'espère en pleine forme, nous dit que ça va bien et qu'elle a le son et l'image. Donc je poursuis. Donc je vous disais qu'on est tous à Lyon dans des conditions un petit peu particulières. On n'est plus sur nos fibres 4G habituelles. On est sur la connexion d'un hôtel qui normalement est de très bonne qualité. Mais il est possible qu'il y ait des petits tressautements dans la voix ou dans l'image. N'hésitez pas à nous en faire part par le biais du chat. Ok, apparemment ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Ça marche. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Léonard Venetzel, je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie et en psychopathologie de l'enfant. Je suis directeur d'Octopus Formation et je vais être l'animateur ce soir de ce webinaire avec Michael Stora qui ne devrait pas tarder de nous rejoindre. Je vais donner un petit peu le contexte de cette soirée, ça lui laissera le temps d'arriver. Et puis, si sa connexion est rendue trop difficile, on trouvera un moyen, on patientera quelques minutes. Alors, nouveau webinaire. Nous allons passer 30 minutes avec Sébastien, puis potentiellement encore 30 minutes avec Sébastien. Ces deux temps seront découpés de la manière suivante. Pendant 30 minutes, Michael va nous exposer son travail, qui est absolument passionnant, sachant que Michael est psychologue. C'est vraiment un hyper expert de la question du numérique. Très au fait des tendances actuelles, passées et à venir. Et c'est un bonheur pour nous de lui donner la réplique ce soir parce qu'il a vraiment une qualité de travail tout à fait remarquable. Et il va nous parler ce soir, pendant une trentaine de minutes, d'un travail qu'il a monté qui est très innovant, qui, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent en France et qui peut bien entendu nous intéresser, nous, les cliniciens qui bossons en psychopatho de l'enfant et de l'ado, car Michael a créé une école. Alors, j'en sais pas énormément là-dessus, mais je sais que c'est une école vers laquelle des parents d'adolescents en souffrance psychique peuvent se tourner de manière à ce que cette école, l'école des héros, comme on l'a appelé, eh bien, accompagne dans une professionnalisation par le biais du numérique des enfants qui connaissent des trajectoires de développement souvent difficiles. Voilà, je reste un petit peu vague sur cette question parce que c'est à Mickaël de nous en parler. Le cadre de ce webinaire, c'est toujours le même. Nous avons un chat à partir duquel nous pouvons communiquer. N'hésitez pas à nous faire part si de vos difficultés de connexion ou autres. Dans tous les cas, c'est enregistré, donc vous aurez accès au replay sur le site d'Octopus Formation. Je vois que Michael est en train d'arriver, c'est une temporalité parfaite. Le chat n'est pas un espace de discussion, c'est un espace de travail, et donc on y observe les mêmes règles de courtoisie et de respect que telles que nous les connaissons en présentiel. Je vois que Michael est connecté, il Mandela, normalement il ne devrait pas tarder à apparaître. Michael, si tu peux brancher ta caméra et ton micro avec les deux petits en bas de l'écran, c'est formidable. Et ce chat nous servira également à poser les questions à Michael lorsqu'il aura terminé son énoncé. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Moi, par souci de qualité de connexion, je vais certainement débrancher ma webcam et je reviendrai lorsque je vais modérer les questions que vous ne manquerez pas de poser à Michael vers 18h30 à peu près. Michael, je crois qu'on t'entend, on ne te voit pas encore, mais c'est déjà pas mal. Salut. Salut Michael, tu nous entends? Ouais, très bien. Alors, voilà. OK. Donc, bon, j'ai des soucis. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je n'ai pas entendu du tout ce que tu as dit, Léo, mais bon, voilà, on va dire que tu connais un peu. Voilà. Donc, alors,
donc, je m'appelle Michael Stora, je suis donc psychologue, psychanalyste, et je me suis donc en effet spécialisé sur la question, au fond, de l'impact des images sur les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes, depuis maintenant plus de 25 ans. Et j'ai toujours pensé que nous pouvions utiliser évidemment l'image comme support thérapeutique. Alors, je ne suis pas le premier. On sait très bien que dans l'histoire de la médiation thérapeutique, la question des, je dirais même de l'art pictural existe depuis bien longtemps. Ayant travaillé à Maison Blanche, nous avions l'atelier du non-faire. Hein. Mais c'est vrai que la question de l'utilisation de l'image en tant que telle est quelque chose qui a rarement existé, peut-être entre autres dû au fait que, au fond, les psychologues cliniciens ne se sentaient pas toujours très à l'aise, et puis parce que l'image n'avait pas un très bon statut. Donc moi, j'ai pris le parti au contraire, alors peut-être que ma formation de cinéaste m'a aidé, de faire des écrans des alliés thérapeutiques. J'ai toujours pensé que n'ayons pas peur des images, et au contraire, utilisons-les. Alors c'est la raison pour laquelle il y a maintenant très très longtemps, dans le cadre d'un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents, je me suis retrouvé à ramener un jour une console de jeux vidéo, au point où, pour beaucoup d'enfants, j'étais devenu le psy qui console, et j'ai soigné, j'ai utilisé des jeux vidéo très précis. Pour ceux qui s'y connaissent, Ico, Fable, Shadow of Colossus, les Sims, que beaucoup de gens connaissent, qui finalement étaient des véritables supports à médiation thérapeutique. Et puis, comme toujours, nous suivons les évolutions technologiques. Il y a eu quelque chose de très nouveau, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle, dans le terme d'innovation techno, le haut débit. Et le haut débit a été une véritable rupture, finalement, dans notre rapport aux images, parce que nous pouvions nous retrouver à plusieurs, voire des centaines, voire des milliers, sur un même jeu ou sur un même serveur. Je me souviens du modem, qui faisait un drôle de bruit, mais qui faisait que c'était très compliqué d'avoir une véritable, je dirais, socialisation, à part, je dirais, une version améliorée du Minitel sur des sites où les gens pouvaient chatter. Mais la question de la personnification de l'avatar finalement, n'a été véritablement possible qu'avec le haut débit. Et étrangement, avec le haut débit, s'est passé quelque chose, en tant que clinicien un peu connu dans le domaine de l'impact des images, c'est que j'ai commencé à recevoir des appels de parents m'évoquant que leur fils avait disparu. Il était dans une salle de jeu en réseau depuis, non pas un jour ou 2 jours, mais depuis 2 semaines, 3 semaines. Et c'est Michael, à partir de ce moment. je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu as la possibilité de brancher ta webcam, d'allumer ta caméra? caméra? Voit pas. Non, là, on ne te voit pas. Enfin, moi, je ne te vois pas. Moi, je le vois. Hein. Ah, très bien. Bah, autant pour moi, c'est de mon côté. Dans ce cas-là, moi, je alors, moi, parce que moi, je te vois, Léo. Moi aussi, je ne te vois pas, mais je me vois. Ah, ça y est. Ok, c'est bon. Excuse-moi de t'avoir interrompu, je te laisse. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, alors, donc, à partir de ce moment-là, le phénomène, pour la première fois, nous commencions à vraiment évoquer la question de l'addiction, et plus précisément de l'addiction aux jeux vidéo. Et je ne savais pas trop quoi penser de cette clinique-là. Et puis, d'ailleurs, étrangement, lorsque j'en parlais avec des collègues dans le cadre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines que j'ai créé, ou des collègues cliniciens, eux-mêmes passionnés de jeux vidéo, en disant « mais non, ça n'existe pas ». Petit à petit, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait quelque chose. Il y avait une problématique qui faisait que, ayant un peu entendu parler au Japon de ce qu'on appelle les hikikomori, qui, vous savez, ce sont une forme de retrait social où des jeunes, et peut-être des moins jeunes, carrément se retirent du monde et derrière leur écran, et ne font plus que cela. Mais ce phénomène n'existait pas vraiment en France. Et puis là, petit à petit, 1, 2, et en quelques années, c'est plus de 50, 100, plusieurs centaines de patients. Je dirais que je pense qu'à Paris, je suis un des psys qui a reçu le plus ce type de jeunes. Alors, ces jeunes ont des particularités, je vais tenter de les résumer assez rapidement. Des garçons, en grande partie, 15-25 ans. Et étrangement, petit à petit, je remarquais qu'ils avaient tous un haut potentiel intellectuel, donc ce qu'on appellerait des HPI, que certains appelleraient atypiques, parce que parfois, une dyslexie était associée. Maintenant, on parle de plus en plus que des hauts potentiels de haut niveau sont finalement aussi dans une problématique de trouble du spectre autistique. Et bien, bon, moi, je suis quand même psychologue, psychanalyste. Qu'est-ce que je peux faire avec des gens
dont la vocation, c'est de finalement réduire le monde à un algorithme 0-1. Et j'ai pu comprendre à un moment qu'au fond, ces jeunes pouvaient utiliser cette pensée logico-mathématique de très haut niveau, hein, comme une manière d'ordonner le monde, parce que le monde était compliqué. Mais parce qu'ils avaient vécu aussi des très grosses blessures qui étaient entre autres explicables par une problématique assez compliquée qu'au fond, lorsque les parents découvrent que leur enfant est HPI, étonnamment, l'enfant est suridéalisé. C'est une sorte de petit héros qui comprend tout, qui pose des questions impressionnantes, qui vous bluffe. Et je dirais que souvent, d'ailleurs, lorsqu'il rentre en CP, il sait déjà lire et écrire. Et le parent, pris dans une sorte de, je dirais, d'admiration pour son enfant, va quelque part le suridéaliser, peut-être même l'adultifier, dans un amour inconditionnel. Le gros problème, c'est que ces enfants, lorsqu'ils rentrent donc au CP, en primaire, puis au collège, c'est encore pire, ils pensent que quelque part, le monde est à la hauteur de ces premières socialisations, donc des parents aimants, quoi qu'il arrive. Et bien là, malheureusement, ils tombent de très très haut. Et je dirais que souvent, ils vivent des situations de harcèlement, mais aussi même des situations de harcèlement de leurs propres profs, puisque ce sont des enfants qui parfois peuvent remettre en question la parole des profs. Alors là, nous avons finalement ce type de jeunes qui, à un moment ou à un autre, pris par ces échecs, harcèlement, mais aussi parfois baisse du niveau scolaire, parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup, ils ont toujours habitué à ne pas bosser, font qu'il y a un moment un effondrement narcissique, une blessure terrible, et ils développent, je dirais d'une certaine manière, des syndromes anxio-dépressifs parfois lourds. Et je dirais que les jeunes que je commençais à recevoir étaient déscolarisés. Donc c'est déjà important de vous dire que pour parler d'addiction du jeu vidéo, ce n'est pas forcément en termes de nombre d'heures jouées par semaine, mais plutôt par la rupture des liens sociaux. Alors ça, c'est des discussions qui ont été très animées, entre autres, avec l'ancien chef de service de Marmottan, Marc Valeur, où justement, on remarquait bien que le premier des handicaps, c'était cette désocialisation avec une déscolarisation. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes déscolarisé, eh bien, avant 16 ans, c'est interdit. Alors, astuce, d'abord, au-delà de l'effondrement aussi des parents, qui tout d'un coup ont vu ce héros et qui tout d'un coup s'effondre et tombe. Mais, et là on y reviendra, joue aux jeux vidéo pour continuer à être un héros et un gagnant. Mais néanmoins, malheureusement, souvent... Attendez, excusez-moi, il faut que je ferme la fenêtre. Donc, finalement, ce que je disais, c'est qu'au bout d'un moment, lorsqu'on est déscolarisé, il y a des solutions, le CNAM, mais le CNAM, ce n'est pas du tout évident. D'ailleurs, ce n'est pas le CNAM, c'est le CNED, désolé. Et donc, le CNED, ce n'est pas évident, certains n'y arrivent pas. Et l'autre solution, c'est la solution psychiatrique. Et donc, dans les services de pédopsychiatrie, voire de psychiatrie adulte maintenant, on a commencé à voir arriver des jeunes ou dans des services d'addicto, on hospitalise, eh bien, ces jeunes étaient hospitalisés. Parfois, avant tout, parce que les parents n'en pouvaient plus. Certains passaient par des passages à l'acte assez violents lorsqu'on leur interdisait de jouer. Et donc, en même temps, le drame étant que lorsqu'on hospitalise ce type de jeunes, au-delà du fait que le sevrage dure simplement le temps de l'hospitalisation, mais ils y reviennent, ce sont quand même des jeunes qui ont un problème d'estime d'eux-mêmes, même s'ils apparaissent comme une forme de complexe de supériorité, c'est plutôt des gens qui ont des gros soucis de confiance en eux. Le fait de les hospitaliser, malheureusement, avait l'effet d'une stigmatisation d'eux comme des malades, surtout qu'on les hospitalisait parfois ou avec des patients psychotiques ou alors avec des problématiques d'addiction, alcool et hashish. Donc, l'image d'eux-mêmes s'effondrait, mais c'est peut-être là où c'était un peu inquiétant, c'est que beaucoup de ces jeunes, je vous dis ça parce que j'en ai reçu à ce niveau-là, qui sortaient d'hospitalisation, commençaient à vouer une haine énorme contre le système. Et il faut bien comprendre que ces jeunes ont des talents très impressionnants. Et certains versent dans ce qu'on appelle le black hacking, c'est-à-dire dans le hacking dont la vocation
c'est de faire du mal. Et j'ai eu des anecdotes assez inquiétantes. Alors, je vais aller un petit peu plus vite, mais au fond, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, un colloque où j'étais invité qui s'appelait Plaisir et dépendance et qui correspondait à peu près à l'annonce par l'Organisation mondiale de la santé d'une reconnaissance officielle du ce qu'ils appellent de video game disorder, c'est-à-dire en gros d'addiction aux jeux vidéo en ligne avec des critères très précis. Et là, j'ai vu beaucoup de mes collègues, addictos, psychiatres, qui se frottaient un peu les mains parce qu'à ce moment-là, évidemment, vous rentrez dans un système de prise en charge sécu, mais peut-être même des laboratoires qui vont inventer des nouvelles molécules spécifiques pour le video game disorder. Et parce que j'ai une conception qui n'est pas celle-ci du soin, j'ai écrit un plaidoyer pour les joueurs de jeux vidéo en ligne en me disant, au fond, ces jeunes ont aussi des compétences et des compétences hors normes. Parce qu'au-delà de jouer beaucoup, et comme vous l'avez saisi comme un moyen de continuer à se battre, certains développent des compétences en codage, en graphisme. J'ai eu un de mes patients qui était un des grands architectes dans Minecraft. Certains font du streaming sur Twitch, c'est-à-dire qu'ils font des émissions. Certains font du YouTube gaming. Donc, ils ne sont pas uniquement joueurs. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu l'idée de l'école des héros. Donc, l'école des héros est née peut-être d'un constat où finalement, j'avais envie de peut-être changer cette manière d'envisager notre travail, même si ça m'arrive de travailler comme ça, c'est-à-dire au fond, je vais, sans nier la part malade, valoriser leurs compétences. Et donc, l'école des héros est née. Alors, j'ai eu la chance que la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, finalement, a financé la phase d'expérimentation. Parce que ce qui intéressait cette commission interministérielle liant à l'addiction, c'était un nouveau type de prise en charge qui évitait l'hospitalisation. Aussi pour des raisons économiques, parce que ça coûte très, très cher d'hospitaliser quelqu'un. Et donc, j'ai fait ça avec 6 jeunes. Et le fil rouge, c'était de l'addiction à la création. C'est-à-dire, on va vous donner la possibilité de créer un jeu vidéo avec des outils professionnels et encadrés par des professionnels du monde du jeu. Donc, un codeur et une graphiste. Eux-mêmes connaissent bien le monde du jeu puisqu'ils ont eux-mêmes un studio de jeux vidéo et ils sont passionnés par l'idée d'enseigner et d'accompagner. Pour ceux qui s'y connaissent, nous utilisons un moteur de jeu qui s'appelle Unity. Le cycle 1, c'est finalement la création d'un premier niveau en utilisant le graphisme de pixel art. Et finalement, nous utilisons après dans cycle 2 un moteur graphique qui s'appelle Blender, qui est un moteur 3D, et le langage codage est du C#. Donc, c'est vraiment du langage informatique. Alors, néanmoins, au-delà de ça, en utilisant la question du numérique comme fil rouge de cette idée que d'abord, il y a un apprentissage lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h. Le mercredi après-midi, nous avons un atelier Twitch qui remporte un gros succès, c'est-à-dire que les jeunes font du streaming. Et parce que nous sommes adossés à un hôpital de jour, justement, c'est une manière intéressante pour moi de les faire sortir de l'univers un peu fermé de la pédopsychiatrie pour pouvoir avoir des abonnés qui sont à l'extérieur. Nous avons un atelier le lundi matin de médiation thérapeutique par les jeux vidéo et nous avons le jeudi matin un atelier de création de jeux de rôle sur plateau. Donc, vous avez compris, un univers qu'ils connaissent bien, mais qui servent aussi une vocation. Mais le fil rouge, c'est vraiment la création du jeu. Premier temps, ce sont des jeunes qui ont développé des phobies sociales. Ils se retrouvent en groupe de 8 élèves. Ils se retrouvent à devoir socialiser à nouveau. Deuxièmement, on les aide à reprendre du plaisir à apprendre, c'est-à-dire l'apprentissage, puisqu'au fond, ça fait un moment qu'ils ont totalement mis ça de côté. Donc, d'une certaine manière, d'autant plus avec des outils professionnels, ça leur permet de revenir sur l'idée que c'est en faisant que l'on apprend. Parce que ce sont des jeunes souvent qui refusent la dimension trop théorique, qui n'a pas de sens. Troisièmement, réaliser un jeu vidéo, c'est dur. Donc, c'est les confronter à l'échec, mais l'échec
comme quelque chose de positif qui leur permet d'avancer. Et enfin, ce qu'on appellerait l'achievement, c'est-à-dire qu'à un moment, alors que leur réel ne servait que le virtuel, là, d'une certaine manière, c'est l'inverse. La création d'un objet virtuel, donc c'est bien réel, va servir leur réel psychique. Alors, la première année, ça a été un véritable, disons les 6 premiers mois, parce que nous avons commencé en mars 2020, c'est-à-dire au moment du Covid, mais bon, on a quand même travaillé en distanciel et ça a été très impressionnant, puisque sur les 6 jeunes, 4 ont, au bout de 1 mois, a repris une scolarité, parce que la confiance en lui est revenue, et tous les autres ont pu reprendre aussi une scolarité, et deux continuent, disons, on continue à l'école des héros. Alors, je voulais quand même vous montrer un peu le site. Ce qu'il y a, c'est que je suis paumé, j'ai 2 écrans allumés. Donc, je partage mon écran. Alors, souhaiterais enregistrer, ouvrir préférence. Oula. Bon, donc, tac. Alors, hop. Le partage d'écran a été annulé. Ah. Je ne sais pas si on voit mon partage d'écran là. Non, on ne voit pas encore, Michael. Appuyez sur sur vos petits écrans en bas. Normalement, vous devriez pouvoir. Alors, attendez, hop. Bon, c'est passé annulé. Bon, c'est pas très grave. Moi, ce que je vous propose, puisque vous êtes derrière votre ordinateur, vous tapez l'école des héros et vous verrez. Vous verrez le site. En tout cas, c'est par là que ça passe. Au fond, là, on est dans. J'essaie quand même une dernière fois. Alors, fenêtre, onglet Chrome. Ah, voilà. Voilà, j'ai compris. OK, donc là, je partage. Est-ce que ça marche là? Ouais, ça marche. Ma demande a été acceptée. Donc, voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que… Bah, oui, mais le problème, c'est que voilà. Donc, voilà. Donc, là, c'est le site. Et en fin de compte, donc ça, c'est la phase pilote. Et alors, peut-être des témoignages de parents, parce que imaginez pour les parents, tout d'un coup, leur enfant investit la création et tout d'un coup, il n'est pas là simplement à jouer, mais à créer. Ce qui exige beaucoup de travail avec les parents, parce que très souvent, les parents n'arrivent pas totalement à faire le deuil de la réussite scolaire. Et donc, c'est comment leur montrer que pour le moment, sa santé psychique est plus importante que sa réussite scolaire. Et là, c'est peut-être, je ne sais pas si on voit, je voulais vous montrer un petit exemple de jeu qu'ils ont réalisé. C'est le premier petit jeu qu'ils ont fait, qui est donc ce qu'on appelle un Crossy Road. Alors, ça paraît simple comme ça, hein, mais ce n'est pas si simple que ça. Ça exige beaucoup de codage. Là, le problème, c'est que j'ai pas de… Je pourrais vous montrer un autre. Alors, peut-être que je vais vous montrer autre chose. Voilà. Alors, je vais vous montrer autre chose. Arrêtez le partage. Et je vais vous montrer ça. Alors, attendez, excusez-moi. Et je vous montre la dernière image. Tac. Fenêtre. Ah, onglet Chrome. Pardon, excusez-moi. Google Drive. Et je partage. Et là, donc… Là, je vais vous montrer une petite vidéo de jeux qui ont pu être réalisés. Et ça, ça s'est fait quand même en 8 mois, hein, ce qui est quand même plutôt bon. Et donc là, c'est donc un teaser de ce que les élèves ont pu faire. Bon, je pense que vous avez à peu près compris.
Alors, ça a l'air comme ça. Bon, ça a l'air finalement assez simple, mais c'est pas du tout simple. Moi-même, je n'y arriverai pas du tout. Là, ce qui est très intéressant, c'est que pour parler de l'avenir, c'est que nous avons ouvert une deuxième unité. Donc, il y en a une qui est au Relais Jeunes de Sèvres et l'autre qui est à la Villa des Pages, adossée à un hôpital de jour. Le système est assez traditionnel, entretien d'admission et intégration dans le programme de l'école des héros. Évidemment, tous ne tiennent pas. Certains, donc là, c'est intéressant parce qu'il y a une communauté de soutien, c'est-à-dire que maintenant, certains jeunes sont meilleurs que d'autres et donc peuvent aider ceux qui arrivent. Donc ça, c'est très intéressant. L'avenir est plutôt ce que je tente de faire, c'est-à-dire que au fond, je vais travailler avec France, tout d'un coup j'ai oublié le nom, mais l'idée c'est de certifier cette formation. Parce qu'en fin de compte, ils développent des telles compétences en termes de codage ou de graphisme qui pourraient être certifiées. Donc, il faut certifier ce qu'on est en train de faire, mais certifier dans un hôpital psychiatrique, c'est très compliqué. Nous sommes encore très clivés. Et au-delà, c'est évident qu'on commence à avoir des commandes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi j'aimerais bien travailler sur faire tel ou tel jeu ». Donc, il y a d'un côté le fait que certains jeux qui vont être finalisés vont pouvoir être diffusés sur une plateforme de jeux vidéo qui s'appelle Steam, qui est très connue. Donc, pourquoi pas un modèle économique de certains jeunes qui pourraient commencer à gagner de l'argent. Mais au-delà, c'est qu'il y a une thèse CIFRE qui va se mettre en place pour l'année prochaine sur la question de la création d'expériences narratives en utilisant la technique de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Et là, ça veut dire que les jeunes seraient associés pour développer une expérience narrative thérapeutique. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve tout à fait passionnant. Et d'ailleurs, une étudiante en psychologie va l'année prochaine créer un nouvel atelier utilisant la VR sur un jeu qui s'appelle Half-Life, pour ceux qui ont connu, mais c'est le dernier. Et dans un deuxième temps, la réalisation de courts-métrages avec une capture d'image de ce qu'on appelle du machinima, c'est-à-dire au fond la création de courts-métrages en utilisant des jeux extraits d'un jeu vidéo. Donc, vous voyez, vous avez bien saisi, la culture du jeu vidéo, le jeu vidéo peut devenir un véritable outil pédagogique à part entière. Voilà, donc en gros, nous en sommes là. Moi, je suis très excité par la création de cette école, surtout que ça marche. Écoutez, étonnamment, je reçois énormément de demandes de la France entière et je me suis rendu compte à quel point est-ce que malheureusement, il n'y a rien. Alors, nous sommes associés à un groupe hospitalier privé. Il y aurait peut-être la potentialité d'une conjugaison de l'école des héros en créant des unités un peu partout, et même en Europe. Voilà, donc là, c'est quelque chose qui je trouve tout à fait passionnant, d'imaginer que cette prise en charge, mais qui est atypique aussi, hein, même si ce sont pour des jeunes atypiques ou innovantes, parce que c'est évident que quand on travaille en psychiatrie, on n'est pas habitué forcément à ce rapport où on ne peut pas s'empêcher de regarder un patient avant tout comme quelqu'un qui va mal. Il y a l'équipe encadrante, ce sont des psychologues. Il y a un psychiatre qu'il voit une fois par mois, mais ce n'est pas là-dessus, comme vous l'avez saisi, que l'on capitalise. Voilà en gros ce que je voulais dire sur l'école des héros. Donc, je pense que j'ai terminé. Alors, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'on passe par un système de questions-réponses? Alors, ça se passe bien. Tu te laisses porter, je m'occupe de tout, OK? OK. Super, merci beaucoup, Michael. Alors, vous pouvez remercier Michael par le biais du chat. On a des petits émoticônes, nous on applaudit, on fait clap clap. C'était comme d'habitude absolument passionnant. Tu sais, c'est toujours un peu ton niveau d'expertise, Michael. Et en même temps, c'est toujours très agréable vraiment, c'est ce que je disais avant que tu te connectes, c'est que tu es vraiment un expert de très très haut niveau et tu réussis toujours à rendre les choses claires, intéressantes et on pourrait t'écouter parler pendant des heures. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, tu vois. Et on va continuer encore un petit peu. Il nous reste une petite trentaine de minutes pour poser les questions, mais si on a fini avant, on aura fini avant. C'est pas du tout un souci. Voilà, donc tout le monde te remercie sur le chat. Est-ce que vous avez des questions à poser à Michael? Ça suscite forcément des tas d'interrogations. Moi, j'en avais une, Michael.
Là, vous êtes sur quelle cadence? Vous avez quoi comme effectif au niveau tant du personnel que des enfants concernés? Alors, bon, nous avons donc les classes sont des classes de 8 élèves. Nous avons idéalement notre pièce parce qu'il y a quand même 8 ordinateurs et des gros ordinateurs avec un très grand écran de retour parce qu'il arrive que certains fassent un aller-retour entre réel et distanciel. Mais ce qui est important, c'est qu'ils continuent. Et en termes de soignants, nous avons sur chaque unité 20 heures de psychologue. Hein. Et donc, nous avons, je travaille avec 2 psychologues surtout. Et donc, les 2 se partagent 10 heures sur une unité et 10 heures sur l'autre unité. Et évidemment, nous avons des psychologues stagiaires, de manière préférentielle des M2. Et c'est vrai que voilà. Alors après, j'ai envie de vous dire, j'étais en quête, pourquoi pas, d'éducateurs spécialisés ou d'infirmiers, mais j'en ai pas trouvé. C'est compliqué à trouver. Je dirais même c'est compliqué de trouver même des psychologues. Tant mieux. J'ai jamais vu. Les psychologues sont énormément embauchés. Je trouve ça génial. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de trouver des psychologues. Et c'est vrai que les psychologues fonctionnent comment? Ils font à peu près pour chaque jeune un entretien par semaine. Et ils sont en lien avec les parents. Le travail en lien avec les parents est très important. Donc, ils font cette idée que les parents sont des alliés thérapeutiques et en même temps, ils font un entretien à peu près donc hebdomadaire avec chaque jeune. Et évidemment, il y a aussi des moments où ça se passe moins bien. Et à partir de ce moment-là, eh bien, là, finalement, on travaille ensemble. Alors moi, ma place, j'ai une place de superviseur, directeur. Ça veut dire que j'ai une réunion 1 à 2 fois par semaine avec les soignants, mais aussi avec les techniciens, disons les accompagnateurs, et pour chaque unité. Et puis, symboliquement, je suis le père fondateur. Et donc, il m'arrive quand certains jeunes ont des soucis un peu trop particuliers d'intervenir moi-même. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ta réponse à ma question. Alors, on a plusieurs questions qui nous parviennent. Martine nous demande, question pratique, à partir de quel âge pour les enfants, j'imagine? Ouais, alors, c'est très concret, c'est qu'on est obligé de s'adapter aux hôpitaux de jour, centres de jour, donc c'est 16-25. Après, à 15 ans, on peut y rentrer. C'est un vrai problème, je vous avoue, je dirais que lors de la première phase d'expérimentation, on avait des jeunes de 13 ans, ils en avaient vraiment besoin, en plus, ils étaient souvent très, très doués. Et donc, j'aimerais, pourquoi pas, et ça, c'est un projet d'avenir, c'est que peut-être, au lieu de travailler avec un HDJ, on puisse travailler ou créer notre propre structure du type CMPP. Parce qu'en fin de compte, au niveau de l'ARS, il y a le sanitaire et je ne trouve plus l'autre terme, qui est plus du côté de l'insertion. Médico-social. C'est-à-dire de l'aide aussi par rapport au processus d'apprentissage. Donc, moi, je trouvais que la formule CMPP, qui a une ouverture vers un public beaucoup plus large, serait intéressant. Mais bon, là, donc, concrètement, c'est 16-25. Ok, super. Merci beaucoup. Vinka demande si les jeunes ne sont plus scolarisés. Ah ben non, on ne peut pas participer à ce programme si on est scolarisé. Donc, c'est la raison pour laquelle on a vraiment les jeunes qui viennent sont totalement déscolarisés. Mais j'aimerais dire, nous avons de plus en plus de jeunes de 20-22 ans qui ont commencé des études d'ingénieur, dont certains, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice de l'école 42, peut-être que certains connaissent, c'est une école de codage où on n'est pas obligé d'avoir le bac. Mais il y a une telle pression que souvent certains tombent parfois en dépression. Et donc, on a de plus en plus de passerelles avec l'école 42. Donc, ce sont des jeunes qui ont 21, 22 ans et qui, à un moment, s'effondrent, qui n'y arrivent plus. Et donc, pour le moment, ce qui est très intéressant, puisque celui de l'école 42 va revenir à l'école 42, reprendre son cursus. Au fond, c'est une sorte d'espace pour les remettre dans une capacité à pouvoir reprendre confiance tout simplement en eux. Super, merci beaucoup. Alors, juste une précision pour ceux qui me voient faire des allers-retours sur mon portable. Je reste bien avec vous, mais on a toute une communication avec l'équipe interne qu'on est obligé de gérer. Alors, tarif, je vois que… Ah là, oui, je vois plein de questions. Alors, je la lis, il y en a une qui parle de tarif. C'est la Sécu, oui. Hein. Mais il y a une question qui précède qui
psychanalytique, comment comprendre ces jeunes? Alors, sur le plan psychanalytique, alors je voulais un petit peu expliquer. Au fond, ce sont des jeunes qui peut-être ont été pris et prisonniers d'une sorte d'idéal du moi et très souvent parental, mais terrible, implacable, dans lequel ils se sont sentis vraiment exister. Je ne veux pas dire qu'ils sont dans des problématiques de faux self, mais dans la réalité, au fond, ils n'ont pas eu l'occasion d'être décevants. C'est important parfois d'être décevant, c'est ce qui permet aussi de pouvoir s'autonomiser paradoxalement. Là où les choses se compliquent, c'est que quand même 80%, 90% vivent seuls avec leur mère. Donc dans des foyers monoparentaux. Et comme vous le savez, à l'adolescence, il y a quelque chose de très inquiétant pour eux parce que cette relation à la mère est souvent, non pas incestueuse, mais assez incestuelle. Pour tout vous dire, quand je reçois ces mamans et que je leur demande si elles ont refait leur vie, presque toutes me disent « mais pourquoi refaire ma vie? J'ai quelqu'un à la maison ». Donc ça, c'est un signe quand même qui nous indique à quel point il y a une relation trop proche et à l'adolescence, ça flambe. Ça flambe aussi. Donc d'un point de vue psychanalytique, je dirais que voilà, maintenant, parce que justement, ils ont cette sorte de, pour certains, de pensée logico-mathématique de très haut niveau. Je vous l'ai dit un moment, c'est une manière d'ordonner le monde face à l'ambivalence. Ce sont des jeunes qui sont très inquiets par l'ambivalence et très inquiets par leurs propres émotions. Alors ça, c'est ce qu'on évoque pour les gens qui ont des troubles du spectre autistique. Mais je ne crois pas que ça soit ça. Quand on dit qu'ils sont hyper empathiques, moi je pense surtout que parfois cette forme d'hyper empathie est une problématique narcissique, d'incapacité à penser que l'autre a une autre pensée que soi. Et ça, c'est très compliqué. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. D'accord, merci. Alors, je lis une autre question. Vas-y. Il y a la question des comment s'inscrire. Alors, tout simplement sur le site, j'ai fait un formulaire d'inscription qui est très très complet. Je pose beaucoup de questions et finalement, nous les rappelons. Et sur le site, il y a aussi le numéro de téléphone d'une sorte de ligne ouverte qui fait qu'ils peuvent appeler pour s'inscrire. Pour tout vous dire, il n'y a quasiment pas de place. C'est pour ça qu'on tente peut-être pour l'année prochaine de créer une nouvelle unité parce qu'on ne peut pas avoir trop d'élèves en même temps. Je pense que ça ne marcherait pas. Donc là, je vous ai répondu. Alors, la question des tarifs. Oui. Alors, c'est une prise en charge ARS, donc c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Et c'est même plutôt intéressant puisque certains ont même, comme dans tout hôpital de jour, la possibilité d'avoir un taxi qui les amène et qui les ramène à la maison parce que certains ont quand même des phobies sociales très fortes, très invalidantes. Et paradoxalement, il y a un jeune qui avait cette phobie sociale et vous savez, il est carrément, il habite Poitiers et il vient tous les jours. Donc certains, au bout d'un moment, ont complètement rompu avec, d'après moi, cette forme de phobie sociale qui était peut-être une pseudo-phobie sociale. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Tu as répondu à la question des tarifs, Michael? Oui, c'est gratuit. Très bien, super. C'est gratuit. Alors, attention à ta manière de répondre à la question de Vinka. Que des garçons, et dans votre cabinet, vous rencontrez des filles? Point d'interrogation. Oui, en effet. Alors, nous avons eu des filles. Nous en avons eu une. Tous les garçons sont tombés fous amoureux d'elle. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, y en a 2 qui ont subi les conséquences et qui sont tombés encore plus en dépression. Mais ça fait partie de la vie. L'amour fait partie de ces aléas. Néanmoins, ça pose une vraie question sur la question du genre, puisque j'ai presque envie de dire paradoxalement que ça repose à peu près la même question de pourquoi est-ce que les filles ne font pas ingénieurs, ne vont pas vers des filières scientifiques. Donc souvent, on a eu des filles qui étaient plutôt dans le cadre du graphisme, mais qui avaient des symptômes qui ressemblaient aux garçons. Et peut-être aussi, ça c'est terrible aussi, de se dire que peut-être les parents, ce qui n'est pas le cas de tous, ont tendance à pas toujours hyper valoriser l'intellectuel du côté féminin, de leur fille, entre autres.
Et donc, c'est vrai qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont peut-être des causes pas toujours très bonnes, où je dirais qu'en tant que féministe, j'aimerais qu'il y ait une égalité, paradoxalement, dans cette pathologie-là. Ça voudrait dire que oui, les femmes aussi ont ces compétences. Et c'est vrai que peut-être les femmes aussi sont plus soumises et s'adaptent plus à une socialisation. Après, moi, dans mon cabinet, j'ai évidemment des femmes, et comme je ne sais pas qui vous êtes, mais je pense que tout le monde a les deux. Et d'ailleurs, puisque c'est une tendance, et là, ça va au-delà de l'école des héros, nous avons aussi dans nos cabinets de plus en plus de garçons. Entre autres, semble-t-il, expliqué par le phénomène peut-être que les garçons sont plus attentifs à ce qui se passe en eux, et peut-être aussi avec la série en thérapie. Mais je ne sais pas trop. Voilà. Alors, c'est ta réponse, moi je trouve ta réponse très intéressante, Michael. Je me permets juste de prolonger. Ces données sur la question de la spécialisation, elles commencent très tôt en fait. Ça commence, on a des stéréotypes sexués actifs à partir de l'âge de 8-9 ans, notamment dans tout ce qui concerne les mathématiques. Tu sais que je suis entre autres spécialisé en maths, et donc les surprévalences de filles dans les populations d'enfants qui sont en difficulté en maths, on les observe aussi, et on a des sociologues, notamment à l'université d'Aix-Marseille, je pense à Huguet et Régnier, qui ont fait des études hyper intéressantes sur ce qu'on appelle l'activation des stéréotypes. Ils mettent les enfants dans des situations non connotées par rapport au genre, et on se rend compte que les filles s'effondrent en maths lorsqu'elles sont mises dans une condition maths vs une condition dessin, par exemple, dès l'âge de 8-9 ans. Et puis ensuite, il y a évidemment les biais d'orientation à partir des spécialités au lycée, où on a plus tendance à orienter les filles vers du littéraire et les garçons vers des maths. Et donc, on va retrouver un écart dans la prévalence. Attention, hein, parce que ces stéréotypes sexuels, ils peuvent aussi exister dans l'autre sens et toucher les garçons et les prédéterminer vers un certain... En plus, là où je ne rentre pas trop dans cette discussion, parce que je sais que c'est aussi ta spécialité, Léo, c'est que concernant les HPI, tous n'ont pas de performance au niveau non-verbal. Certains ont des performances plutôt verbales. Donc, on sait très bien qu'à ce moment-là, le surinvestissement ne sera pas forcément dans les matières mathématiques. Alors, je lis une autre question. Vas-y, je t'en prie. Selon vous, plus doués ou pas que les garçons dans ce domaine? De qui vous parlez là? Attends, les filles? Dans quel domaine? Alors, je n'ai pas bien saisi. Dans le domaine du numérique, est-ce que les filles sont plus douées que les garçons? Concernant la seule qu'on a eue, je dirais qu'elle était très douée, mais surtout, elle était très moteur. Paradoxalement, les garçons étant un peu plus dans leur coin. Alors peut-être aussi parce qu'elle avait une grande fratrie, très très moteur, et au fond, elle était chef d'équipe, quoi. Elle avait cette position de chef d'équipe, et ça, c'était très intéressant. Après, je dirais que certains, vous savez, étrangement, sont très doués, et puis en même temps, d'autres le deviennent, parce qu'il y a aussi beaucoup d'inhibition. Alors, je lis une autre question. Le rapport de la mère à la fille Asperger. Le rapport de la mère. Alors, oula, j'avoue que je n'ai pas une grande expertise sur cette question très précise, mais au fond, alors, en plus, je dirais la fameuse fille qui a quitté l'école des héros, je la suis en psychothérapie. Bon, étant donné que je ne suis pas présent, c'était possible. Et en fin de compte, comme vous le savez peut-être, de plus en plus maintenant, on met du TSA un peu partout, du trouble du spectre autistique. Et j'ai cru comprendre que ça la rassurait paradoxalement énormément de se dire qu'elle était autiste. Ce qui permettait d'expliquer beaucoup de choses. Ce qui permettait aussi, quelque part, moi en tant que psychanalyste, de nier ce qui se passait. Parce que HPI, ce n'est pas parce qu'on est HPI qu'on va mal. Même si on diagnostique HPI, en soi, HPI n'est pas une pathologie. Mais par contre, et là, ça réinterroge, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'elle, par exemple, se présentant comme autiste, se permettait d'expliquer toutes ses relations avec les autres. Alors que moi, je dirais que j'avais besoin de mettre de la narration. J'avais besoin de comprendre aussi ce qui se passe. Et finalement, lors de la dernière séance, on s'est bien rendu compte que, d'une certaine manière, il n'y a pas une manière d'être autiste. Il y en a énormément. Et qu'au fond, même s'il y a certains traits, c'est quand même quelqu'un qui avait une créativité très impressionnante, un imaginaire
qui quand même socialisait avec des garçons et qui avait très envie de vivre une histoire d'amour, qui était très sensible à l'art, qui avait le sens de l'humour. Ça ne fait pas très autiste d'Asperger, ça, malheureusement. Donc la question, c'est comment l'étiquette colle, rassure, mais malheureusement n'a pas toujours un bon impact. Ok, merci pour ta réponse. Je voyais une autre question d'un monsieur, Julien, qui nous disait: le terme d'addiction est controversé, voire fallacieux. Pourquoi l'avez-vous retenu, sachant que l'expérience tend à mettre en évidence le fait qu'une pratique excessive est le symptôme d'un tableau psychopathologique? Alors, moi, j'ai une formation en addicto à Marmottan. Me dire que il y a derrière une addiction un tableau psychopathologique me paraît évident. Je dirais que les structures addictives, tout le monde n'a pas cette structure addictive. Elle est souvent en lien avec, évidemment, une histoire. D'ailleurs, beaucoup de mes collègues ont dit non, on ne peut pas parler d'addiction, parfois en utilisant les références à Goodman, mais aussi en disant mais non, ils ont d'autres problèmes. Ça fait 25 ans que je suis clinicien, j'ai reçu des gens pour des problématiques d'addiction. Ils ont évidemment, je dirais que l'addiction est la partie visible du problème. Ça me paraît évident. Et je pense qu'en effet, en tant que clinicien, moi, ce qui m'intéressait au bout d'un moment, c'est OK, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas, mais plutôt comment les prendre en charge, comment les aider. Et c'est là-dessus, voilà. Donc, OK, on pourrait parler des heures, de savoir est-ce qu'il y a ou non une addiction. Moi, ce que je repère, c'est que l'addiction est une lutte antidépressive. Certains le font d'une manière et d'une autre avec tel ou tel problème, mais rappelons-nous, tout objet de plaisir peut avoir un destin qui est celui de l'addiction. Donc le jeu vidéo n'est pas une drogue, évidemment, mais c'est un objet de plaisir. Et pourquoi chez certains jeunes, ça prend une telle proportion? Et je peux vous dire qu'au fond, je n'ai pas trop parlé de ça, mais beaucoup de ces jeunes jouent à des jeux très compétitifs. Donc League of Legends, Call of Duty, Fortnite, c'est où finalement l'enjeu l'emporte sur le play, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de plaisir. Ils sont en boucle, ils se refont. Donc il y a quelque chose qui me montre qu'on peut même faire des formes de passerelles étranges avec le jeu pathologique, le jeu d'argent, parce que une sorte de machine à sous. Je veux me refaire, je veux me refaire. Sauf qu'en effet, ce n'est pas le sort, c'est leur talent. Mais d'ailleurs, certains, on n'en a pas beaucoup parlé, mais veulent devenir pro-gamers, c'est-à-dire joueurs de jeux vidéo professionnels. Ils sont rares parce qu'il faut être très très bon, mais c'est aussi une autre manière. Voilà. Donc, je dirais que vous avez raison de dire que le terme d'addiction est controversé. Mais pour moi, bon, c'est pas, ça m'embête pas plus que ça. Très bien. Oui, je te rejoins bien, c'est assez impressionnant. Récemment, j'ai eu un petit gars de 15 ans qui était 64e européen à Fortnite. Ouais. Et qui consultait justement pour ça. Enfin, sa mère consultait pour ça parce que la question des écrans était complètement inflationniste. Donc, je lui ai posé la question, s'il était 64e européen en tennis, est-ce que vous lui enlèveriez sa raquette à 22 heures? Ouais. C'est la même question. Ok, non, merci mais complètement. Beaucoup. Comment? Je suis complètement d'accord. J'ai eu un top 10 de Fortnite français. Ah oui. Il a été embauché par une équipe. Ouais. Et sa mère n'en revient toujours pas. Donc, c'est vrai que oui, ça remet en cause beaucoup de fossés générationnels, d'incompréhension qu'ont beaucoup de parents. Voilà. Bien sûr. Et il gagne mieux sa vie que ses parents. Ah oui, là, il gagne, je sais, puisque je le suis. Il gagne très... Bon. Je ne vois pas d'autres questions. Il est moins 10, on est dans les temps. Clash Royale. Super. Clash Royale? J'ai pas compris. Tu joues à Clash Royale? Ah non. Alors moi, j'évite ce type de jeu. Que ça soit Brawl Stars, Clash Royale, ce sont des jeux très compétitifs d'ailleurs, très très compétitifs. Mais non, moi je suis plutôt jeu narratif. Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est The Witcher 3. J'ai adoré. C'est une très belle histoire. Voilà, je suis plutôt jeu narratif. Eh ben, on ira voir. Merci beaucoup pour cette heure, Michael. C'est toujours un bonheur de te parler, de t'entendre. Je prenne un moment, un de ces jours. Oui, carrément. J'ai plus de temps là. On va pouvoir. Très bien, très bien.
on va pouvoir tous se quitter. Prochain rendez-vous 30 minutes avec, ça sera avec le docteur Mario Speranza, pédopsychiatre à Versailles, chef de service qui est absolument formidable. Donc, que ça sera le 23 juin. On n'a pas encore de thématique, mais on est bien que ça tournera autour du neurodéveloppement. Et d'ailleurs, on pourrait interroger la question de l'inflation des diagnostics en général. Bref, rendez-vous le 23 juin avec Super Mario. Merci à toute la communauté de nous suivre et d'être toujours aussi fidèles. On vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre participation. Et tant pis, j'ai fini. Merci pour votre participation et on se donne rendez-vous le 23 juin. À très bientôt, Michael. À bientôt. Merci, Léo. Salut. Ciao. Au revoir. Ciao.